L'histoire commence avec le président et le vice-président du conseil des étudiants se promenant dans le couloir de l'école, et certains élèves les observent, pensant qu'ils sont vraiment cool. Ils se demandent s'ils sont en couple et pensent qu'ils formeraient un couple formidable. La présidente du conseil des étudiants, nommée Suzuen Inukami, mentionne alors que le moment est venu pour eux de modifier le règlement de l'école, et le vice-président Kazuki Ryuzen déclare qu'il a tous les documents nécessaires pour présenter un argument convaincant. Ensuite, nous voyons un étudiant nommé Ken Usato, qui mentionne que certaines personnes sont toujours au centre de l'attention, mais que lui est l'opposé, un simple étudiant du lycée facilement oubliable. Il pense que rien d'extraordinaire ne lui arrive, mais au fond de lui, il espère toujours une vie extraordinaire et fantastique. Un jour, alors qu'il pleut, Ken remarque que quelqu'un a pris son parapluie, et il attend que la pluie s'arrête, mais cela ne se produit pas, et cela ne fait qu'empirer. Suzuen arrive alors et se demande si Ken n'a pas de parapluie. Ken déclare qu'il n'en a pas, et Suzuen mentionne que tous les élèves doivent partir bientôt. Ken dit qu'il rentrera chez lui comme ça, mais Suzuen l'arrête, craignant qu'il ne tombe malade s'il se mouille dans cette pluie. Kazuki arrive ensuite et propose de prêter son parapluie de rechange à Ken. Ken est surpris de voir que Kazuki connaît son nom, et Kazuki lui donne son parapluie de rechange, déclarant qu'ils devraient rentrer chez eux ensemble. Ken n'arrive pas à croire qu'il va rentrer chez lui avec les étudiants les plus populaires de l'école. Ils rentrent chez eux, et en chemin, Ken mentionne qu'il ne s'attendait pas à ce que Kazuki soit aussi amical, car il ne parle qu'aux filles de leur classe. Kazuki mentionne que c'est parce qu'elles engagent la conversation avec lui, et Suzuen pense que cela signifie que les autres garçons n'aiment pas parler à Kazuki. Kazuki lui demande de ne pas le taquiner, et Ken mentionne qu'il pensait que Suzuen était encore moins abordable. Suzuen déclare qu'elle est une étudiante ordinaire de 3e année du lycée, et Kazuki affirme qu'elle n'est pas ordinaire. Il mentionne qu'elle est en tête de sa classe et qu'elle excelle aussi en sport. En plus de cela, elle est belle à l'intérieur comme à l'extérieur, et Suzuen mentionne que Kazuki est bien dur envers elle. Kazuki affirme qu'il se venge simplement, et Ken leur demande ensuite s'ils sortent ensemble. Cette question les surprend tous les deux, et ils déclarent qu'ils ne sortent pas ensemble. Suzuen déclare qu'ils passent seulement beaucoup de temps ensemble en raison de leur travail au conseil des étudiants, et ils savent que beaucoup de gens pensent qu'ils sont en couple, mais Ken est la première personne à le leur demander directement. Ken s'excuse, et Suzuen mentionne que c'était un compliment, car c'est mieux que d'en parler dans leur dos. Suzuen demande ensuite à Ken s'il a réfléchi à ce qu'il va faire après le lycée, et Ken mentionne qu'il n'a aucun plan à ce sujet. Kazuki affirme que Suzuen lui a posé la même question plus tôt, et Suzuen mentionne qu'elle est simplement curieuse des réponses des autres, car elle n'a pas non plus de plan. Elle mentionne qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire dans la vie et qu'elle se sent parfois comme si elle n'appartenait pas à ce monde. Suzuen et Kazuki entendent ensuite des cloches sonner, mais Ken n'entend rien. Suzuen et Kazuki affirment que les sons deviennent plus forts, et un cercle magique apparaît alors sous les trois d'entre eux. Ken se demande s'il s'agit d'une porte vers un autre monde, et entendant cela, Suzuen s'excite et demande à Ken s'ils vont trouver de la magie, des héros et des monstres dans cet autre monde. Ken se demande si Suzuen aime ce genre de choses, et les trois sont téléportés. La scène coupe ensuite sur Ken se réveillant et demandant à Kazuki où ils sont et qui est devant eux. Kazuki mentionne qu'il ne sait pas car il vient de se réveiller lui aussi, et Ken remarque alors que Suzuen est totalement excité d'être là. Kazuki demande alors aux personnes devant eux qui ils sont et ce qu'ils leur ont fait, et le roi devant eux déclare qu'il comprend leur confusion. Il se présente comme Lloyd Vulgast, roi d'Ilinger. Il affirme les avoir convoqués ici pour servir de héros, et Suzuen est ravi d'entendre cela, tandis que Ken espère qu'elle cesse de ruiner son image parfaite d'elle. Le roi explique ensuite qu'il y a 2 ans, ils ont été attaqués par le roi des démons, et il a envahi leur nation avec une armée. Ils ont réussi à les chasser, mais l'armée du seigneur démon a continué à étendre son pouvoir. On ne sait pas ce qui se passera la prochaine fois, alors en dernier recours, ils ont utilisé un rituel interdit pour convoquer des individus accomplis d'un autre monde. Kazuki est surpris d'entendre cela et se met en colère contre le roi pour les avoir convoqués sans leur consentement. Il lui demande de les renvoyer immédiatement, mais le roi lui dit que ce n'est pas possible, car l'invocation des héros ne fonctionne que dans une direction. Kazuki se demande ce qui va leur arriver maintenant, affirmant qu'ils ont tous trois des familles chez eux. Le roi s'excuse auprès d'eux et mentionne qu'ils sont désespérés. Kazuki tente de devenir agressif, mais les gardes l'arrêtent, et Ken lui dit qu'ils apprécient sa colère en leur nom, mais qu'il est inutile de commencer une bagarre. Kazuki comprend, et le roi ainsi que tous les autres à la cour s'inclinent devant les 3 héros convoqués,
le roi promettant de trouver un moyen de les renvoyer dans le futur. Il les supplie d'aider son royaume d'ici là, et Suzuenae demande au roi pourquoi il les appelle héros, alors qu'il ne sait rien d'eux. Le roi demande à Welsi, la mage, d'expliquer cela, et Welsi affirme que le cercle magique d'invocation des héros est conçu pour sélectionner des individus accomplis. Elle mentionne qu'ils ont dû entendre des cloches sonner lorsqu'ils ont été convoqués, indiquant ainsi qu'ils sont des héros. Kazuki et Suzuenae se souviennent ensuite que Ken n'a pas entendu ces cloches, découvrant ainsi que Ken a été entraîné avec eux par erreur. La scène passe ensuite à Welsi disant aux héros qu'elle va maintenant utiliser cette boule de cristal pour vérifier leur capacité magique, et pendant qu'elle la prépare, Kazuki demande à Ken s'il va bien avec ça. Ken affirme que tout va bien, et il mentionne que Welsi lui a dit qu'il serait capable d'utiliser la magie, même s'il n'est pas un héros, et il est content qu'il le traite de la même manière. Kazuki affirme qu'il ne parle pas de cela et se demande si Ken n'est pas en colère contre eux de l'avoir convoqué dans un endroit inconnu. Ken affirme que se mettre en colère ne changera rien, et il pense qu'il vaudrait mieux pour lui trouver quelque chose à faire ici. Kazuki pense que Ken est incroyable, et Ken mentionne que Suzuenae est plus impressionnante que lui car elle est vraiment positive à propos de tout cela. Welsi termine ensuite la préparation de la boule magique, et après y avoir posé la main, Suzuenae découvre qu'elle a une affinité pour la magie de tonnerre et une grande quantité de mana. On découvre ensuite que Kazuki a une affinité pour la magie de lumière, et Welsi est impressionné de le voir. Kazuki se demande ce qu'il peut faire avec cela, et Welsi mentionne que la magie de lumière est incroyable car peu de gens sont capables de l'utiliser, et elle est inégalée dans la lutte contre les démons. Ken pose ensuite sa main sur la boule, et celle-ci s'illumine en vert. Welsi est surprise de voir cette couleur, et elle entraîne Ken en disant qu'elle doit lui parler de cela. La scène passe à Welsi disant au roi que les héros ont des capacités magiques incroyables, mais la boule est devenue verte quand Ken l'a touchée. Le roi et ses gardes sont surpris d'entendre cela, et le roi déclare qu'ils doivent éloigner Ken du château le plus rapidement possible. Il se demande quel serait l'endroit le plus sûr pour lui, et en entendant cela, Ken se demande s'il est dangereux. Il se demande si personne d'autre n'a la même affinité que lui, et le roi déclare qu'il y a quelqu'un, mais il a une horrible expression sur le visage. Une femme nommée Rose arrive alors, et elle se demande comment s'est déroulé le rituel d'invocation. Le roi se demande pourquoi elle devait se montrer juste maintenant, et il déclare que Rose était censée prendre sa journée de congé aujourd'hui. Rose remarque alors Ken et se demande s'il est l'un des héros. Le roi déclare qu'il ne l'est pas et mentionne que Ken a été amené ici accidentellement. Il n'est qu'un garçon ordinaire, et Rose se présente à Ken, qui fait de même. Rose mentionne qu'elle est la capitaine de l'équipe de sauvetage du royaume, et Ken pense qu'elle ressemble à quelqu'un qui prend des vies plutôt que de les sauver. Welsi dit à Rose que les héros sont dans la salle de la boule de cristal, et elle essaie de l'y emmener. Le roi déclare alors qu'il décidera plus tard de ce qu'il faut faire avec Ken et lui dit de se reposer dans la chambre qu'ils ont préparée pour lui. Ken mentionne qu'ils ne lui ont toujours pas dit quelle sorte de magie est cette couleur verte, et Rose entend cela. Elle dit ensuite au roi qu'elle va emprunter ce garçon, et le roi demande à Welsi d'éloigner Ken d'elle. Welsi utilise sa magie pour éloigner Ken, et Rose le poursuit, parvenant à le rattraper. Elle dit au roi qu'elle va transformer ce garçon en un utilisateur de magie de guérison à part entière, et elle part avec Ken, même si le roi essaie de l'en empêcher. Welsi informe ensuite Kazuki et Suzuenae de cela, et Kazuki se demande si Ken est en danger. Welsi lui dit que Ken ne va pas être tué, et il a seulement été emmené à l'équipe de secours au-delà de la ville du château. Elle explique que la boule de cristal a indiqué que Ken avait une affinité pour la magie de guérison, et elle mentionne que les mages guérisseurs sont assez rares. Rose en est une, et elle a l'intention de former Ken comme son subordonné. Suzuenae pense qu'il ne semble y avoir aucun problème avec cela, et Welsi mentionne que le problème est que Rose a des méthodes d'enseignement peu orthodoxes, et les subordonnés qu'elle produit sont étranges. La scène passe ensuite à Ken dans le logement de l'équipe de secours, et il découvre qu'il est un utilisateur de magie de guérison. Rose déclare que c'est pourquoi elle a amené Ken ici, et elle mentionne que cela va être sa maison à partir de maintenant. Rose appelle ensuite ses subordonnés, et ils accourent tous. Ken est effrayé en voyant ses robustes subordonnés, et Rose leur demande de s'occuper de Ken. Ses subordonnés se présentent alors comme Gur, Gomul, Alec, Mil et Tong. Rose donne un coup de pied à Tong et demande à ses subordonnés de ne pas effrayer le débutant. Elle dit à Ken que ce sont ses subordonnés, mais qu'ils ne sont pas des utilisateurs de magie de guérison. Elle mentionne qu'il y a 2 autres utilisateurs de magie de guérison dans l'équipe de secours, mais qu'ils travaillent normalement ailleurs. Elle déclare qu'elle va inculquer à Ken comment utiliser la magie de guérison,
et Ken pense que chaque fibre de son être lui dit de ne pas s'impliquer avec elle. Il essaie de refuser son offre, mais elle ne l'écoute pas et lui demande de partager une chambre avec Tong. Elle part ensuite, et ses subordonnés mentionnent que Ken est fichu s'il est formé par Rose elle-même. La nuit, alors que tout le monde dort, Ken se demande ce qui va lui arriver, il s'endort, et pendant ce temps, Rose se demande comment un utilisateur de magie de guérison d'un autre monde va tourner. La scène coupe ensuite sur Ken qui se réveille, et il pense qu'il espérait que tout ne soit qu'un rêve, mais il est vraiment dans un autre monde. Alec lui dit qu'ils ont des invités, et Ken remarque que ce sont ses amis, et il parle avec eux. Kazuki déclare qu'ils étaient inquiets pour Ken lorsqu'ils ont entendu qu'il avait été enlevé, et Ken s'excuse de les avoir inquiétés tous les deux. Il dit qu'il est en vie pour l'instant, mais qu'il est censé commencer l'entraînement infernal aujourd'hui, et il ne sait pas comment sera demain. Kazuki se demande si c'est vraiment si mal, et Ken mentionne qu'il ne sait pas. Kazuki déclare que cela semble que Ken veut aller jusqu'au bout, et Ken mentionne qu'il n'a rien de mieux à faire, et s'il le peut, il aimerait être utile. Suzunae déclare que c'est ce qu'elle attendait de Ken, et elle mentionne qu'ils devraient tous faire de leur mieux. Ken se demande quel genre d'entraînement ils auront à faire, et Kazuki dit à Ken que grâce à lui, il a pris sa décision, et il mentionne qu'il va faire de son mieux dans ce monde. Suzunae déclare qu'elle fera également de son mieux, et tous deux s'en vont. Ken espère pouvoir devenir assez fort pour les soutenir tous les deux, et Rose arrive alors. Elle se demande si Ken a apprécié sa discussion avec les héros, et Ken déclare que oui, et il remercie Rose pour cela. Rose lui dit que ce n'est pas une prison, et Ken est libre de voir qui il veut, mais seulement quand il ne s'entraîne pas. Ken comprend, et Rose lui donne ensuite un journal, et elle lui demande de consigner son entraînement quotidien et ce qu'il ressent à ce sujet. Elle mentionne qu'ils commenceront après le petit déjeuner, et Ken se demande quel genre d'entraînement il va faire. Nous voyons ensuite le premier jour d'entraînement de Ken, et il pense que c'est plus facile que prévu. On voit qu'il apprend à ressentir sa mana, et il déclare qu'il peut sentir une sorte de chaleur dans sa poitrine. Rose lui dit que c'est sa mana, et ensuite, ils travailleront sur la façon de la faire sortir. Ensuite, Rose demande à Ken de lire un livre, et Ken mentionne qu'il ne peut pas lire la langue de ce monde, mais Rose insiste toujours, et Ken remarque qu'il peut le lire. Rose déclare que les héros invoqués ont déjà une magie de traduction jetée sur eux, et elle explique la géographie de ce monde à Ken. Ken découvre que le territoire des démons et le royaume de Lingé sont juste à côté l'un de l'autre, et Rose lui dit que c'est pourquoi le royaume est la première cible des démons. Elle demande à Ken de lire ce livre, car il contient des informations de base sur les nations, les différentes races et les démons de ce monde. Ken lit le livre, et il pense qu'il pourra gérer son entraînement si c'est comme ça. Ken mentionne ensuite qu'au deuxième jour, il a beaucoup couru, et il a pensé que c'était différent de l'entraînement magique qu'il attendait. Le troisième jour, Ken est forcé de courir jusqu'à ce que ses muscles soient tellement endoloris qu'il ne peut plus continuer. Lorsqu'il tombe, Rose lui demande pourquoi il s'est arrêté, car elle ne lui a jamais dit de le faire, et Ken essaie d'expliquer qu'il ne peut pas continuer, mais Rose le soigne d'une gifle, et elle lui demande de continuer à courir. Ken a peur, et il court aussi vite qu'il le peut. Le quatrième jour, Ken commence l'entraînement avec les autres membres, et on remarque que tous sont plus rapides que Ken, et Ken est un tour derrière eux. Ils le rabrouent tous, et Ken pense qu'il veut leur répondre, mais il décide de l'écrire dans son journal. Le cinquième jour, il court toute la journée à nouveau, et le sixième jour, il pleut, et en courant, Ken glisse et tombe au sol. Rose lui demande de continuer, et Ken pense qu'il va écrire à quel point Rose est froide dans son journal. Ken remarque ensuite la lumière de la magie de guérison venant de sa main, mais la lumière s'éteint quand Ken pense qu'il n'en a pas besoin pour le moment. Le septième jour, Ken court jusqu'à ce qu'il soit sur le point de mourir, et il se fait ensuite botter les fesses. Rose lui dit qu'il l'énerve, alors elle va augmenter la difficulté, et elle lui dit de continuer l'entraînement. Ken pense qu'il va l'appeler un gorille muscle dans son journal, et le huitième jour, il se fait à nouveau botter les fesses par Rose. La même chose se produit le neuvième jour, et il arrête de remettre en question le besoin de la lumière de guérison. Il l'utilise pour se soigner, et il remarque que tout son corps est comme neuf. Il pense que la magie de guérison est géniale, et il continue de courir. Le dixième jour, Ken court un peu plus, et il pense que maintenant qu'il peut utiliser la magie de guérison, il ne se fatigue pas, peu importe combien il court, mais il n'est pas sûr s'il peut aider ses amis en courant simplement. Il pense que Rose va le frapper s'il exprime ses inquiétudes, et Rose lui demande ensuite de faire 30 tours de piste de plus. Ken pense que pour l'instant, il doit simplement terminer son entraînement, et après, il s'occupera de Rose. Le 11e jour, il y a une nouvelle addition à l'entraînement, et maintenant Ken fait des pompes en plus de courir.
Rose lui demande s'il sait pourquoi il s'entraîne ainsi, et elle mentionne que c'est pour qu'il puisse fuir un ennemi, aussi rapidement que possible. C'est aussi pour qu'il puisse sauver ses alliés blessés, car plus il court vite, plus il pourra les sauver rapidement. Ken comprend, et il continue l'entraînement. Le 12e jour, Ken court jusqu'à l'après-midi, et il fait des pompes le soir. Il pense que son corps commence à se sentir léger maintenant, et le 13e jour, Rose s'en rend compte, et elle ajoute des poids à son corps. Le 14e jour, le déjeuner de Ken disparaît, et Ken demande aux autres s'ils ont vu sa boîte à lunch. Tong lui dit qu'il l'a mangée, pensant que quelqu'un ne le voulait pas et l'a laissé là. Cela rend Ken furieux, et il se bat avec Tong. Tong s'enfuit, et Ken le poursuit. Une semaine passe, et le 21e jour, Kazuki et Suzuena viennent rendre visite à Ken une fois de plus. On voit qu'un chevalier et une princesse sont également avec eux, et Mille les conduit à l'endroit où Ken s'entraîne. Il remarque que Ken fait des pompes tout en soulevant Rose et un bloc de pierre, et Rose lui dit d'arrêter de se plaindre de cela. Ken claque ensuite sa langue, et Rose se met en colère, mais Ken mentionne qu'il fait cela parce que Rose est trop légère. Kazuki et les autres sont surpris de voir cela, et Rose ajoute alors un autre bloc de pierre sur Ken, mais Ken continue toujours ses pompes, et Rose pense que Ken commence à devenir son genre d'homme. Elle déclare qu'elle pourra le sortir de là plus tôt que prévu, et les amis de Ken sont surpris de voir à quel point Ken a changé. Suzuena pense qu'il a développé des muscles incroyables, et le chevalier nommé Sigli se met en colère en voyant cela. Il mentionne qu'elle est en train de détruire un homme prometteur. Rose lui dit qu'elle a sa propre façon de faire les choses et lui demande de garder ses idéaux chevaleresques pour lui. Elle lui dit que Ken va être son bras droit, et cela posera problème s'il ne peut pas gérer cela. Ken est surpris d'entendre cela, et Rose affirme que Ken est une vraie trouvaille. Il ne supporte pas de perdre, il n'abandonne jamais, et en plus de cela, il a réussi à survivre à son entraînement. Ken pense qu'il a tout fait pour lui montrer une leçon ou deux, mais il semble que cela lui ait fait un retour en boomerang. Rose dit ensuite à Ken de prendre une pause, de déjeuner et elle affirme qu'il veut sûrement rattraper le temps avec les héros. Ken comprend, et Sigli demande à Kazuki et Suzuena de s'occuper de la princesse, car il a besoin de parler davantage avec Rose. Ils partent en entendant cela, et Sigli mentionne qu'il savait que Rose était une déviante, et il déclare qu'on lui a dit de la réenrôler, mais il ne peut pas le faire. Rose mentionne qu'elle ne veut pas de cela de toute façon, car son œil droit est inutile. Ken découvre ensuite que Sigli commande l'armée du royaume de Linger, et il est le chevalier le plus fort du royaume. Il enseigne le combat à l'épée à Kazuki et Suzuena, et Ken pense que c'est génial, se demandant qui est cette jeune dame. La dame se présente comme Celia Vulgast Linger, et Ken découvre qu'elle est la princesse de ce royaume. Il s'incline devant elle. Celia lui dit qu'il n'a pas besoin d'être formel avec elle, et Suzuena déclare que Ken agit comme Kazuki le faisait au début. Kazuki lui demande de ne pas parler de cela, et tous profitent ensuite d'une tarte que la princesse a apportée. Kazuki demande ensuite à Ken s'il subit un entraînement comme celui-là tous les jours, et Ken mentionne que oui, se demandant comment les choses se passent de leur côté. Kazuki lui dit que leur entraînement est aussi difficile, mais Sigli et Welsi considèrent toujours leur santé et leur bien-être pendant l'entraînement. Ken pense que c'est ainsi que ça doit être, et il mentionne que Rose est vraiment brutale. Kazuki essaie de dire quelque chose d'autre, mais Suzuena remarque les muscles de Ken, et elle va les voir de plus près. Elle pense qu'ils sont incroyables et se demande si elle peut les toucher. Ken lui demande de patienter et se demande ce que Kazuki essayait de dire. Kazuki demande à Ken si ce n'est pas difficile pour lui, et Ken mentionne que c'est vraiment difficile, qu'il voulait s'enfuir au début, mais il ne veut plus le faire, car l'entraînement devient amusant. Entendant cela, Suzuena pense que Ken est incroyable, car il a déjà trouvé sa place ici, et Ken mentionne qu'il est juste têtu et qu'il veut aider les deux quand ils combattront en tant que héros un jour. Suzuena se demande s'il peut compter sur lui pour la sauver s'il est en difficulté, et Ken lui demande de ne pas faire semblant d'être une fille normale. Suzuena déclare qu'elle est juste une fille normale, mais même Celia est d'accord avec Ken là-dessus. Tong arrive ensuite pour livrer le déjeuner de Ken, mais Ken est toujours en colère contre lui pour plus tôt, et il commence à se battre. La princesse se demande s'il devrait les arrêter, et Kazuki mentionne que c'est bien, car cela doit faire partie de la vie quotidienne de Ken. Il déclare qu'il se sent un peu agité maintenant, et il retourne au château pour s'entraîner. Les autres l'accompagnent, et avant de partir, Suzuena pense qu'il doit y avoir une raison pour laquelle les trois ont été convoqués ici ensemble, et elle pense qu'ils devraient faire de leur mieux. La scène passe ensuite à Ken prenant un bain, et il pense que c'était génial de revoir ses amis. Il pense que le comportement de Suzuena l'a un peu effrayé, mais elle avait raison, et son corps a vraiment changé.
Il pense que c'est le résultat de guérir ses muscles endommagés encore et encore, et il se rappelle qu'il doit courir pour sauver les blessés sur le champ de bataille. Il se demande s'il a la force mentale pour le faire, et le lendemain, après le petit déjeuner, Rose dit à Ken qu'il sorte aujourd'hui. En entendant cela, les autres pensent que c'est déjà le moment, et la scène coupe sur Rose emmenant Ken hors de la capitale. Ils marchent quelque part, et Ken lui demande où ils vont. Rose lui dit de la suivre simplement, et ils arrivent dans une forêt. Rose dit à Ken que cette forêt est connue sous le nom de Darkness of Linger, et elle est tristement célèbre pour grouiller de monstres. Elle demande à Ken d'y entrer et de ne pas revenir avant d'avoir chassé un grand grizzly. Ken lui dit que les grizzlies bleus ne deviennent grands qu'après avoir vécu un siècle. Le livre disait que même les grizzlies bleus sont dangereux, et Rose mentionne qu'il devrait pouvoir en abattre un facilement. Ken lui dit qu'il ne sait même pas comment se battre, mais Rose le jette simplement dans la forêt. En l'air, Ken pense qu'il va mourir à ce rythme, et il utilise sa magie de guérison sur lui-même. Les arbres amortissent également sa chute, et il parvient à atterrir au sol en toute sécurité. Il se soigne ensuite et pense qu'il ne peut pas faire marche arrière à moins de faire ce que Rose lui a ordonné. Il est déterminé à abattre un grand grizzly, et il pense que cela ne devrait pas être difficile, car c'est juste un ours de 2 mètres de haut. Un grand grizzly arrive alors, et Ken court à la vue de l'animal. En courant, il pense qu'il est plus grand que ce qu'il pensait, et ses griffes et ses crocs sont énormes. Il pense qu'il a confiance en ses jambes et que le grizzly ne peut pas égaler sa vitesse, mais il remarque que le grizzly est juste derrière lui. Il se demande ce qu'il doit faire et pense que ce type ne vaut rien comparé à Rose. Il essaie de le prendre en 1 contre 1, mais il remarque qu'il y a une paire de grizzlies bleus avec lui. Ken se remet à courir, saute sur une cascade pour arrêter les ours qui le poursuivent, puis sort de l'eau. On le voit ensuite sécher ses vêtements sur quelques arbres. Il remarque qu'il a des rations d'urgence, une gourde et un couteau avec lui, et il pense que Rose aurait dû lui donner de quoi faire du feu. Il pense qu'elle est un démon, et il mange une partie de ses rations d'urgence. Il pense qu'il doit abattre un grand grizzly, mais cela semble être une tâche impossible. Il décide ensuite d'y réfléchir une autre fois et déclare que, pour l'instant, il a survécu à son premier jour. Le lendemain, Ken part en reconnaissance dans la forêt, pensant qu'il doit d'abord en savoir plus sur son ennemi. Il doit d'abord trouver où vit le grand grizzly, et après avoir exploré un moment, il tombe sur des marques de griffures. Il entend le bruit des feuilles qui bruissent et se demande si le grizzly est à proximité. Il remarque que c'est juste un lapin noir et découvre qu'il est blessé. Ken lui demande s'il est blessé, et le lapin hoche la tête. Il se demande s'il le comprend. Il soigne ensuite le lapin et lui demande de faire attention pour ne pas se blesser à nouveau. Après cela, il continue sa reconnaissance et remarque que le lapin le suit. Il demande au lapin de le laisser tranquille, car il cherche actuellement des monstres dangereux, mais le lapin le suit toujours. Ken lui demande de ne plus le suivre, et il se demande si le lapin sait où vit le grand grizzly. Le lapin entend cela, va de l'avant et signale à Ken de le suivre. Ken le fait, et le lapin le mène à la tanière du grand grizzly. Ken pense qu'il doit maintenant les surveiller sans être découvert, et il pense qu'ils semblent être une famille. Il a lu que les grands grizzlies vivent en groupe, et c'est probablement ce dont il s'agit. Le lendemain, Ken recueille de l'eau de rivière, et il pense qu'il est un peu inquiet de boire de l'eau qui n'a pas été bouillie, mais il n'a pas d'autre choix. Le lapin revient vers lui, et Ken pense qu'il ne s'attendait pas à ce que le lapin revienne. Il lui dit qu'il va simplement surveiller à nouveau les grizzlies. Après cela, Ken surveille les grizzlies, pensant que les bleus commencent à être mignons. Il trouve aussi le lapin noir mignon, et il mène une vie assez heureuse pour l'instant. Le jour suivant, Ken a de graves maux d'estomac à cause de l'eau qu'il a bu hier, et il remarque que même sa magie de guérison ne fonctionne pas rapidement sur cela. Il pense que c'est parce qu'il a été empoisonné, et il se demande s'il y a un moyen de remédier à cela. Le lapin revient à nouveau, et Ken lui dit qu'il est content de le voir. La scène coupe ensuite sur le lapin montrant un lac d'eau claire à Ken, et Ken réalise que le lapin lui dit que cette eau est sûre à boire. Il boit l'eau et pense que c'est délicieux. Il remarque ensuite que le lapin tremble, et il se demande ce qui se passe. Le lapin grimpe ensuite sur un arbre et signale à Ken de le suivre. Ken y parvient également et se demande si un monstre vient vers eux. Il pense que ce lapin n'avait même pas aussi peur du grand grizzly, et il se demande quel genre de monstre c'est. Il remarque ensuite un serpent blanc géant et se demande ce qu'est cette chose. Il pense qu'il n'a rien lu à ce sujet, mais il peut toujours dire que c'est dangereux, et la haine suinte de chaque centimètre de lui.
Il pense qu'il doit éviter cela, et 4 jours après avoir vu le serpent géant, il continue toujours de surveiller les grizzlies. Il pense que ces gars-là sont toujours les mêmes, et les regarder réchauffe son cœur, mais il ne peut pas rentrer chez lui sans avoir abattu ce grand grizzly. Il décide de relever le défi du grand grizzly le lendemain, et le lendemain, il essaie de partir pour tuer le grizzly, mais le lapin l'arrête. Le voyant essayer si fort, Ken décide de rester jusqu'à ce que la pluie s'arrête, et après l'arrêt de la pluie, Ken va combattre le grand grizzly. Le lapin l'accompagne, et Ken renforce sa résolution de combattre, mais il remarque que le grand grizzly et le grizzly bleu sont tous deux morts. Il se demande ce qui s'est passé ici et pense que Rose le tuera s'il découvre qu'il a laissé quelqu'un voler sa proie. Il remarque les marques de morsure sur les corps des grizzlies et pense que c'est le serpent géant. Il remarque que le serpent ne tuait pas pour manger, il tuait juste pour le plaisir, et il découvre que le petit grizzly bleu a survécu à l'attaque en se cachant. Il essaie de réveiller ses parents, et Ken pense qu'il déteste perdre. C'est pourquoi il n'aime pas perdre face à Rose, et il n'aime pas non plus le fait que sa proie lui a été volée, et il a renforcé ses nerfs pour rien. Le petit grizzly bleu commence alors à pleurer à la mort de ses parents, et Ken pense que ce qu'il déteste le plus est ce qu'il voit maintenant. Il demande au petit grizzly bleu d'attendre ici, car il va se venger pour lui, mais le grizzly bleu suit la piste du serpent. Pendant ce temps, Kazuki et Suzuena vont vérifier Ken, mais ils découvrent qu'il s'entraîne dans la forêt depuis 10 jours. Kazuki déclare que 10 jours, c'est un peu long, et Tong lui dit que Rose est celle qui décide de tout ici, et ils ne peuvent rien y faire. Alec déclare que Rose est aussi partie, et ils ne savent pas ce qui se passe. Par la suite, les deux rentrent, et en chemin, Suzuena déclare que Kazuki s'emballe beaucoup quand il s'agit de Ken. Kazuki se demande si Suzuena ne s'inquiète pas pour lui, et Suzuena déclare qu'elle s'inquiète, mais c'est Rose qui le fait faire cela, donc c'est probablement bien. Elle déclare qu'elle croit en Ken, et elle est sûre qu'il va revenir sain et sauf. Kazuki mentionne qu'il croit aussi en lui, et nous voyons ensuite Ken se préparer à combattre le serpent géant. Il se fabrique une arme et mange un peu. Ensuite, il fait quelques étirements et demande au lapin de le conduire jusqu'au serpent. Il lui dit de s'enfuir après lui avoir montré le chemin, et le lapin le conduit au serpent en suivant son odeur. Une fois là-bas, Ken remarque que le petit grizzly bleu combat le serpent et est gravement blessé. Il pense qu'il savait que cette chose était dangereuse, et c'est simplement terrifiant, mais rien n'est plus effrayant que Rose. Il lance ensuite une attaque surprise sur le serpent et parvient à poignarder son œil. Le serpent le repousse avec sa queue, et Ken se soigne, se préparant pour une autre attaque. Il pense qu'il devrait attaquer le serpent par son côté aveugle et tente de le faire, mais le serpent parvient à mordre son bras. Ken réalise que le serpent l'a appâté pour attaquer son côté aveugle, et il se soigne, utilisant le couteau dans sa main pour poignarder l'intérieur de la bouche du serpent. Le serpent le lâche alors, et Ken découvre qu'il a été empoisonné. Il pense que ce n'est pas juste que le serpent soit à la fois gros et venimeux, mais il mentionne qu'il sait maintenant comment se soigner lorsqu'il a été empoisonné. Il pense que c'est grâce à la douleur abdominale qu'il a eue plus tôt, et il doit simplement guérir de l'intérieur lorsqu'il a été empoisonné. Il continue ensuite son combat, et le serpent tente de l'attaquer avec sa queue, mais le grizzly bleu arrête sa queue. Ken profite de cette opportunité pour monter sur le serpent et le frapper de toutes ses forces. Il enfonce ensuite la lance dans l'œil du serpent plus profondément, et le serpent cesse de bouger après avoir agonisé de douleur pendant un moment. Ken pense qu'il a enfin réussi à vaincre le serpent, et le grizzly bleu vient à lui. Ken remarque qu'il s'est attaché à lui et lui dit qu'il a vengé son ami. Il mentionne qu'il veut guérir la blessure du grizzly, mais il a épuisé toute sa mana pour neutraliser le venin du serpent. Il déclare qu'il ne peut plus bouger, et il remarque que le serpent est toujours en vie. Il essaie de se lever, mais c'est inutile, et le grizzly bleu tente de le traîner, mais il n'est pas assez fort. Ken demande au grizzly bleu de le laisser simplement ici, et le serpent tente d'attaquer Ken. Ken pense que c'est la fin, et il pense que toute cette chose est la faute de Rose. Il crie fort que tout cela est à cause de Rose et l'appelle une brute, une femme violente et un ogre. Rose saute alors sur le serpent par-dessus, et elle le frappe à mort. Elle déclare que le serpent aurait dû mourir tranquillement, et en la voyant, Ken lui demande pourquoi elle est là. Rose mentionne que le petit l'a mise au courant, et on voit que le lapin noir est avec elle. Rose présente le lapin comme Kukuru et mentionne que c'est son animal de compagnie, et elle lui a demandé de veiller sur Ken. Ken mentionne qu'il est apparu blessé, et Rose lui dit qu'il a simplement fait semblant pour gagner sa confiance.
Elle déclare qu'elle était toujours près de lui, prête à intervenir si quelque chose se passait, mais elle prévoyait d'intervenir le moins possible. Elle ne pensait pas que cette chose apparaîtrait ici, et Ken se demande si Rose sait ce que c'est. Rose lui dit que c'est un monstre créé par l'armée du Seigneur Démon, et Sigly a échoué à le tuer lors de la dernière invasion. Il a dû fuir dans la forêt, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il tue ce grand grizzly, car ils sont si forts qu'aucune unité complète de troupes d'élite ne peut les abattre. Ken ne peut pas croire que Rose voulait qu'un novice comme lui combatte quelque chose comme ça, et Rose lui dit qu'elle n'espérait jamais qu'il gagnerait. Elle voulait seulement qu'il acquiert de l'expérience en combattant quelque chose de beaucoup plus fort que lui, mais les choses ont commencé à devenir intéressantes, et elle l'a laissé continuer pour voir ce qui se passerait. Ken mentionne qu'il aurait presque pu mourir à cause de cela, et le grizzly bleu devient hostile envers Rose en entendant cela. Rose déclare que ce gars-là s'est attaché à Ken, et Ken caresse le grizzly pour le calmer. Rose déclare que Ken est vraiment comme elle, et elle mentionne qu'ils vont emmener le grizzly bleu avec eux. Elle lui demande de porter Ken, et le grizzly accepte de partir avec eux. Il porte Ken, et Rose les porte tous les deux. Elle demande à Ken ce qu'il l'a appelé plus tôt, et elle mentionne qu'il ne dormira pas cette nuit. Ken comprend, et il quitte la forêt. Par la suite, Rose dit à Ken qu'il a réussi brillamment aujourd'hui et qu'il a maintenant le droit de se tenir à côté d'elle sur le champ de bataille. Il n'a toujours pas maîtrisé les bases, mais il a ce qu'il faut. Il a la capacité de supporter la douleur, l'aptitude physique et un état mental fort. Elle mentionne que les deux autres guérisseurs n'ont jamais obtenu cette distinction, et elle déclare qu'ils devraient être fiers. Elle mentionne qu'ils vont y arriver de cette façon, et Ken se demande ce qu'elle veut dire. Rose lui dit que l'armée du Seigneur Démon attaquera bientôt, et la scène passe au Seigneur Démon demandant à Amila Vergette, la commandante de la 3e armée, comment se déroulent les préparatifs pour envahir le royaume de Lingé. Amila mentionne que leurs troupes ont terminé les préparatifs et qu'elles commenceront bientôt leur avancée. Pendant ce temps, Rose dit à Ken qu'il sera en première ligne avec elle lors de la prochaine guerre. Elle mentionne qu'ils feront partie de la tête de l'attaque, et Ken est surpris d'entendre cela. Il se demande ce qu'il en est des autres guérisseurs, de Tong et des autres. Rose déclare qu'ils ont 2 autres guérisseurs, mais chacun a un travail différent, et Ken mentionne qu'il n'est pas sûr de pouvoir faire ce que Rose peut. Rose lui dit qu'ils ont encore un peu de temps et lui demande de se préparer avant que le temps ne soit écoulé. Ken se demande s'il peut vraiment le faire, et la scène passe ensuite au château du Seigneur Démon. Le Seigneur Démon déclare qu'il laissera Amila diriger leurs forces cette fois, et il mentionne qu'en dépit de leur succès précédent, le royaume de Lingé a réussi à leur échapper. Il déclare qu'il ne veut pas qu'elle se batte jusqu'à la mort, mais il s'attend à ce qu'elle fasse de son mieux. Amila mentionne qu'elle fera de son mieux, et le Seigneur Démon lui dit de partir. Amila quitte ensuite la salle du trône du Seigneur Démon et rencontre le docteur démon nommé Iriluk. Il remarque qu'Amila semble nerveuse, et Amila mentionne qu'Iriluk ne devrait pas perdre son temps à se moquer des autres et devrait se concentrer sur son travail. Iriluk lui dit que son travail progresse assez bien, et il mentionne qu'il a terminé son tout nouveau prototype de monstre démoniaque. Il se demande si Amila veut le voir, et la scène la montre en train de le lui montrer. Nous remarquons qu'il ressemble exactement au serpent contre lequel Ken s'est battu, et Iriluk déclare que c'est le prototype 72, et il s'appelle Baljinak. Amila mentionne qu'il a également donné le même nom au prototype 71, qui a disparu lorsqu'ils ont attaqué le royaume de Lingé la dernière fois. Iriluk déclare qu'il s'est enfui après avoir été blessé par un ennemi nommé Sigly, mais c'est bon, car son prototype 72 est beaucoup plus fort que lui. Amila espère que c'est vrai, car il y a des gens plus ennuyeux que Sigly à Lingé. Iriluk se demande si elle parle des kidnappeurs, et il déclare qu'il a entendu dire qu'ils ne combattent pas sur le champ de bataille, mais qu'ils emportent les blessés à l'arrière avant que quiconque ne s'en rende compte. Ils minimisent leurs pertes, et Amila déclare que leur chef est un guérisseur qui court pour soigner les gens sur place sur le front, et elle est aussi une combattante de premier ordre. Cette femme nourrit une profonde rancune envers son maître, et un jour elle va la tuer. Iriluk lui dit qu'elle est la commandante cette fois, donc elle ne peut pas aller au combat, et Amila déclare qu'elle le sait, et c'est pourquoi elle va envoyer le chevalier noir à la place. La scène passe ensuite à Ken dormant dans son lit, et il pense qu'il avait manqué cela. Il se réveille ensuite et donne quelques fruits au grizzly bleu qu'il a sauvé. L'ours les mange, et en le voyant manger si délicieusement, Ken essaie aussi l'un des fruits et pense que c'est bon. Ken remarque que Kukuru est également là, et il déclare qu'il ne lui donnera rien, car il l'a trompé dans la forêt. Kukuru fait alors des yeux de chien battu, et Ken déclare qu'il est mignon, mais qu'il ne se fera pas avoir à nouveau. Kukuru se frotte ensuite contre Ken,
et Ken cède et lui donne aussi des fruits. Rose arrive alors, et nous découvrons que Ken a nommé le grizzly bleu Blurin. Rose déclare qu'elle a signalé l'ours au roi, et ils ont la permission de le garder comme propriété de l'équipe de sauvetage. Elle dit à l'ours qu'il peut rester, mais il devra gagner sa place, et l'ours a peur en voyant la tête qu'elle fait. Ken se demande ce que Rose veut que Blurin fasse, et la scène le montre en train de porter Blurin. Il se demande pourquoi il porte Blurin, et Rose lui dit que c'est un entraînement de simulation. Elle déclare que Ken devrait considérer cet ours comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, et elle lui demande de commencer à courir. Ken commence alors à courir et pense que cela signifie simplement qu'il a plus de poids à porter. Il pense que c'est facile s'il gère sa mana en courant, et Rose lui demande d'accélérer, sinon le soldat blessé n'y arrivera pas. Ken est ensuite attaqué par Tong et Mil en chemin, mais il esquive et leur demande ce qu'ils font. Ils lui disent qu'ils simulent le champ de bataille pour lui, et ils mentionnent que les autres l'attendent également en embuscade, alors il devrait être prudent, et Ken continue. Au bout d'une heure, il est attaqué par Gomul, mais il esquive, et après cela, Alec l'attaque avec de l'eau nauséabonde, mais il parvient également à esquiver. Puis, 3 heures plus tard, Gur lui envoie des troncs d'arbres pour interférer, et Ken remarque que Kukuru est également de mèche. Après quelques heures de plus, Ken se fatigue et s'allonge par terre. Il mentionne qu'il pensait qu'il serait capable de tenir une demi-journée, et Rose vient là-bas, déclarant que c'est la limite de l'endurance de Ken sur le champ de bataille. Elle mentionne que les humains peuvent ressentir l'épuisement à cause de la nervosité, de la peur et de l'impatience, et c'est pourquoi Ken a épuisé sa force plus rapidement. Ken se demande ce qu'il est censé faire, et Rose le guérit et lui demande de s'habituer à cela. Elle lui dit d'acquérir de la force mentale et de la décision, et de ne pas faiblir face à la peur. Elle lui dit ensuite de courir autour de la ville du château l'après-midi, lorsque sa mana est récupérée, et elle lui rappelle de ne pas oublier de porter Blurin. La scène passe ensuite à Ken courant autour de la ville du château avec Blurin, et au début, les habitants sont surpris de voir un grizzly bleu, mais ils remarquent que Ken est membre de l'équipe de sauvetage et se calme. Ken se demande ce qui se passe, et Blurin sent ensuite des fruits délicieux et l'emmène à un étal de fruits. La dame de l'étal lui demande s'il veut en acheter, mais Ken mentionne qu'il n'a pas d'argent. Il lui demande pourquoi tout le monde est si calme alors qu'il transporte un monstre avec lui, et la dame mentionne que c'est parce qu'ils peuvent dire par ses vêtements qu'il est membre de l'équipe de sauvetage, et il voit des hommes au visage effrayant de l'équipe de sauvetage courir en ville tout le temps. C'est pourquoi rien ne les surprend plus, et Ken est d'accord avec elle, pensant qu'après s'être habitué à leurs visages effrayants, rien ne peut effrayer personne. Il dit ensuite à la dame qu'il achètera des fruits la prochaine fois et essaie de partir, mais la dame lui donne un fruit gratuitement, et Blurin le mange. Ken part ensuite, et une fille nommée Amako demande à la dame si ce gars était de l'équipe de sauvetage, et la dame déclare que c'était le cas. Ken pense ensuite qu'il devrait visiter le château pour voir ses amis puisqu'il est si proche, et un blond le remarque. Il essaie de l'appeler, mais sa voix est très douce et Ken ne l'entend pas. Il court après Ken, et Ken le remarque enfin, mais il tombe. La scène coupe ensuite à Ken soignant le gars, et il se demande s'il essayait d'attirer son attention. Le gars déclare qu'il voulait juste saluer son nouveau cadet, et il se présente comme Orga Fleur. Il mentionne qu'il est l'un des guérisseurs de l'équipe de sauvetage, et Ken lui parle de la façon dont il a été invoqué ici avec les héros et de son entraînement. Orga trouve incroyable que Ken puisse suivre l'entraînement de Rose, et il mentionne que c'était impossible pour lui et sa sœur. Ken se demande si sa sœur est l'autre guérisseuse, et Orga mentionne que oui, et qu'elle a 5 ans de moins que lui. Ils dirigent une clinique dans la ville et utilisent leur magie de guérison pour soigner les citoyens. Ken se demande pourquoi il s'est effondré plus tôt si c'est le cas, et Orga mentionne qu'il n'est pas très doué pour se soigner lui-même. En entendant cela, Ken pense qu'il y a toutes sortes de guérisseurs, et Orga mentionne qu'ils font toujours partie de l'équipe de sauvetage et travaillent sous les ordres du capitaine, soignant les soldats blessés en cas de besoin. Cela rappelle à Ken la guerre imminente, et il demande à Orga ce qu'il fait sur le champ de bataille. Orga mentionne que Tong et les autres lui amènent les blessés, ainsi qu'à sa sœur, et il les soigne. Ken lui dit ensuite que Rose lui a demandé de se joindre à elle en tant que membre de la tête de l'attaque, mais il ne sait pas s'il peut gérer cela. Orga informe Ken que lors des combats, le chevalier et les héros qui se battent en première ligne sont toujours les plus en danger, et normalement, tout ce qu'ils peuvent faire est d'attendre lorsqu'ils sont blessés ou laissés pour compte, mais s'il y a des guérisseurs sur le champ de bataille, ils peuvent être sauvés. Il mentionne que c'est un travail épuisant et dangereux, mais Rose ne choisirait pas quelqu'un en qui elle n'a pas une confiance totale. Orga mentionne ensuite qu'il doit retourner à la clinique, et Ken pense qu'il doit aussi retourner à sa pratique. Avant que Ken ne parte, Orga lui demande de ne pas détester trop Rose, car elle est simplement maladroite avec les gens.
Ken lui dit qu'il ne l'a jamais détestée et qu'il a juste quelques griefs contre elle, puis il part. Orga pense alors que Rose a enfin réussi à trouver quelqu'un, et sa sœur arrive, lui demandant où il était. Orga déclare qu'il vient de rencontrer un garçon intéressant, et sa sœur, Ururu, lui demande de qui il parle. Orga dit à sa sœur Ururu qu'elle le découvrira bientôt par elle-même, et il est sûr qu'elle l'aimera. La scène coupe ensuite à Ken aux portes du château, et il est autorisé à entrer avec le grizzly bleu, car Rose a garanti pour le monstre. À l'intérieur, Ken remarque un groupe de chevaliers ayant des combats simulés, et il remarque que Suzuena s'entraîne également. Elle le remarque aussi, et il s'assoit pour parler. Elle lui demande à propos du grizzly bleu, et Ken essaie de lui raconter l'histoire de comment il l'a rencontré, mais Suzuena est hypnotisée par Blurin, et elle se demande si elle peut le toucher. Ken lui dit qu'elle le peut, car il est très docile, mais Blurin ne lui permet pas de le toucher. Ken est surpris et déclare qu'il est juste timide. Il demande ensuite à Suzuena d'essayer de l'appeler par son nom, et elle essaie de caresser à nouveau Blurin en l'appelant par son nom, mais Blurin la mord. Ken pense alors que peut-être Suzuena a une âme corrompue, et Blurin le mord ensuite aussi, et Suzuena se demande si Ken a aussi une âme corrompue. Suzuena mentionne ensuite qu'il semble qu'il y ait une éternité depuis qu'elle a vu Ken, et Ken remarque que les mains de Suzuena sont pleines d'ampoules. Suzuena lui dit que c'est le résultat de son entraînement à l'épée, et Ken guérit sa main pour elle. Suzuena se demande alors si Ken est venu ici aujourd'hui juste pour la voir, et Ken déclare qu'il est venu vérifier à la fois sur elle et sur Kazuki. Suzuena mentionne que l'honnêteté est la seule faiblesse de Ken, et elle lui dit que Kazuki est à l'extérieur du royaume en ce moment pour acquérir de l'expérience en combattant des monstres avec Sigli et les autres. Nous voyons ensuite Kazuki, et il demande à Sigli si l'armée démoniaque va vraiment attaquer bientôt. Sigli mentionne qu'ils le feront, et cette fois leur offensive sera plus forte, mais ils ont lui, Suzuena et les autres avec eux, donc cela devrait bien se passer. Kazuki déclare qu'il fera de son mieux, et il rencontre ensuite des loups suspendus. Pendant ce temps, Ken espère que Kazuki va bien, et Suzuena mentionne que ce n'est que pour quelques jours, et quand il reviendra, ce sera son tour de gagner de l'expérience. Ken déclare qu'il est sûr que Suzuena va bien s'amuser, et Suzuena souhaite que Ken se soucie aussi d'elle. Ken déclare qu'il se soucie aussi d'elle, et après un moment, il part. Suzuena pense alors que Ken est devenu vraiment franc avec elle, et ce n'est pas une si mauvaise sensation. Ken court ensuite vers la maison de l'équipe de sauvetage, et il pense que puisque ses amis travaillent si dur pour se préparer à la guerre, il veut les aider. Il ne veut pas se cacher en sécurité alors qu'ils sont en danger, et il pense qu'à la maison, il ne pouvait qu'admirer les gens qui pouvaient faire des choses qu'il ne pouvait pas, mais il n'est plus la même personne maintenant. La nuit, Ken remarque Rose à l'extérieur de la maison, et elle lui demande s'il s'est habitué à son entraînement. Ken déclare qu'il l'a fait, mais il aimerait s'entraîner un peu plus longtemps. Rose lui dit de continuer dans ce cas, et Ken mentionne qu'hier, Rose lui a dit de se fortifier. Il déclare qu'il a à peine réussi à survivre au monstre serpent, alors il était terrifié quand Rose a mentionné l'armée démoniaque. Il ne voulait pas mettre les pieds sur le champ de bataille, mais aujourd'hui, il a trouvé un sentiment plus fort que cette peur. Il mentionne qu'il ne peut pas se battre et ne peut tuer personne, mais il sauvera toujours ses amis et toute personne d'autre qu'il peut aider, car il fait partie de l'équipe de sauvetage. Rose est heureuse d'entendre cela, et elle mentionne que sauver les gens est l'objectif principal de l'équipe de sauvetage. Elle lui dit de continuer à débiter ses idéaux, et Ken pense que c'était la première fois qu'il sentait vraiment qu'il était membre de l'équipe de sauvetage. Le lendemain, Rose réveille Ken et mentionne que le roi a envoyé un message hier, alors il va accompagner Suzuena dans son entraînement à l'extérieur du château. La scène coupe ensuite à Ken se dirigeant vers le château avec Rose, et il se demande pourquoi il doit rejoindre l'entraînement de Suzuena. Il déclare que Kazuki avait Sigli avec lui, et Rose mentionne qu'il était censé rejoindre son entraînement également, mais Ken venait juste de revenir de la forêt à ce moment-là, alors elle avait refusé. Le roi Lloyd lui a envoyé une autre demande hier, et elle ne pouvait pas le refuser 2 fois. Rose déclare qu'il devrait se détendre, car il ne sera là que au cas où ils auraient besoin d'un guérisseur, et elle lui demande de jouer son rôle pendant 3 jours et de revenir. Ken comprend, et la scène le montre au palais. Suzuena est surprise de voir que lui et Blurin vont la rejoindre, et elle se demande s'il va l'aider à créer des liens avec Blurin. Ken déclare que Blurin ne l'accompagne que parce qu'il n'aime personne d'autre, et Suzuena mentionne que Ken devrait apprendre à jouer parfois. Elle présente ensuite ses coéquipiers, Haruku le chevalier et Corin le mage, et Ken pense avoir déjà vu Haruku. Haruku mentionne qu'il est le chevalier qui se tient habituellement à la porte, et Rose dit à Suzuena que la magie de guérison de Ken n'est pas omnipotente.
Elle peut guérir des blessures et soigner des poisons, mais elle ne peut pas ramener les morts à la vie. Elle lui demande de ne pas le prendre pour acquis, et Suzuena'e comprend. Rose déclare ensuite que Suzuena'e devrait être capable de se défendre, car elle a été formée par Sigli, et elle mentionne qu'elle n'a rien à dire à Ken. Elle se demande s'il est mécontent, et Ken mentionne que ça va, car il sait qu'elle n'a rien de gentil à dire. Rose part ensuite, et Suzuena'e mentionne qu'il devrait également partir. La scène coupe ensuite à Kazuki faisant de l'entraînement à l'épée, et Celia se demande s'il est bien de s'entraîner maintenant qu'il était fatigué après l'entraînement d'hier. Kazuki déclare qu'il va bien après une bonne nuit de repos, et Celia lui demande s'il en est certain. Kazuki mentionne qu'il va vraiment bien, et Celia est gênée de savoir qu'elle l'a touché, et elle part après lui avoir dit de prendre soin de lui. Pendant ce temps, Suzuena'e parle à Ken de la fatigue de Kazuki après son entraînement, et elle mentionne qu'il a quand même dit que cela en valait la peine. Elle déclare qu'il a combattu un tas de monstres dans l'obscurité de l'Ingé, et Ken se demande si Blurin s'ennuie de chez lui. Suzuena'e demande ensuite à Ken si Blurin va bientôt se réveiller, et elle mentionne qu'il ne serait pas contre être caressé s'il est endormi. Suzuena'e essaie de le caresser, mais Ken l'arrête, et il lui demande ce qu'elle fait. Blurin se réveille alors, et Ken lui demande de marcher tout seul. Blurin marche tout seul, mais on voit qu'il est encore à moitié endormi, et Suzuena'e propose de le porter pensant qu'elle pourra le toucher. Blurin se pose sur elle, et elle est heureuse de pouvoir le toucher, mais elle ne peut pas supporter son poids, et il l'écrase. Ken la soigne ensuite, et il lui demande de ne pas se faire mal en dehors des combats. Corin détecte ensuite des ennemis devant eux, et des bandits sortent de leur cachette, remarquant qu'ils ont été repérés. Il mentionne qu'ils avaient l'intention de les prendre en embuscade, et il demande au groupe de Ken de leur remettre leurs objets de valeur. Il déclare qu'ils ne devraient pas être imprudents car ils sont clairement en infériorité numérique, et Ken pense que ces gars ne sont même pas intimidants. Suzuena'e est excité de voir de vrais bandits, et Ken est étonné de voir cela. Les bandits remarquent ensuite que le groupe de Ken a un grizzly bleu avec eux, et ils ont peur, mais ils pensent que cela ne devrait pas être trop gênant, car c'est juste un petit. Ils déclarent qu'ils devraient le capturer et le dépouiller, et Suzuena'e élimine l'un des bandits avec sa magie de tonnerre. Ken lui demande de se lâcher, et il soignera les bandits s'ils vont trop loin. Suzuena'e utilise ensuite sa magie de tonnerre pour éliminer le reste des bandits, et Haruku combat le chef des bandits. Corin détecte ensuite quelque chose d'autre qui s'approche rapidement d'eux, et un troupeau de sangliers arrive. Haruku pense qu'ils sont censés vivre plus profondément dans la forêt, et Blurin protège Ken d'eux, mais l'un des sangliers le frappe lorsqu'il essaie de protéger Suzuena'e. Cela les envoie tous les deux voler, et ils tombent tous les deux dans la rivière. Ken protège Suzuena'e et il remarque que c'est la même rivière dans laquelle il est tombé plus tôt. Il pense que cela signifie que la cascade est devant, et il demande à Suzuena'e de prendre une grande respiration. Les deux tombent ensuite de la cascade, et la scène coupe à Suzuena'e essayant de réveiller Ken. Elle lui demande de ne pas abandonner maintenant, et elle déclare qu'elle va le rembourser pour l'avoir sauvé en lui rendant l'appareil. Elle déclare qu'elle va le conduire quelque part en sécurité, et Ken lui dit qu'il va bien. Il mentionne qu'elle l'embarrasse, et Suzuena'e est embarrassée de voir qu'il est réveillé. Ken déclare qu'il faisait juste une pause après avoir tiré Suzuena'e de l'eau, et il guérit la cicatrice sur son visage. Suzuena'e le remercie, et elle s'excuse que les choses en soient arrivées là. Ken lui demande de ne pas s'excuser, et il mentionne qu'il est content qu'ils se soient retrouvés ensemble. Il déclare qu'il n'aurait jamais pensé revenir ici si tôt, et il dit à Suzuena'e que Rose l'a déjà jeté dans cette forêt pour s'entraîner. Il mentionne que c'est rempli de monstres qui font honte aux sangliers, et il remarque qu'ils n'ont pas de nourriture. Il pense qu'il aurait aimé avoir au moins une journée de nourriture, et Suzuena'e déclare qu'il devrait prioriser de sortir de cette forêt si c'est aussi dangereux que Ken le dit. Ken lui dit qu'il va bientôt faire sombre, et il pourrait même commencer à pleuvoir. Il mentionne qu'ils devraient trouver un endroit sûr pour camper pour le moment, et ils retrouveront leur chemin demain. Suzuena'e comprend, et elle se demande quel endroit serait sûr. Ken lui dit que la dernière fois, il a dormi sur une branche d'arbre, et il se demande si cela irait bien avec elle. Suzuena'e déclare qu'elle n'a jamais grimpé un arbre, et elle mentionne qu'elle a toujours voulu, mais on ne lui permettait pas. Ken se demande si elle est née dans une famille riche qui la protégeait, et il mentionne qu'il devrait camper dans cette grotte dans ce cas. Il déclare qu'elle devrait sortir de ses vêtements mouillés avant de prendre froid, et Suzuena'e lui demande de ne pas regarder. Ensuite, Suzuena'e attrape quelques poissons en utilisant sa magie de tonnerre sur la rivière, et cela s'occupe de leur dîner. Suzuena'e utilise ensuite sa magie de tonnerre pour allumer un feu, et Ken pense que la vie dans la forêt est facile quand il l'a avec lui. Il sèche ensuite ses vêtements,
et il pense qu'il ne tiendra plus jamais le feu pour acquis. On voit que Suzuenao est assise seule sur le côté, car Ken est à moitié nu, et il s'excuse de rendre les choses gênantes pour elle. Suzuenao remarque que Ken est encore plus musclé qu'avant, et elle remarque ensuite quelques animaux dans la grotte. Ken déclare qu'il s'agit de singes venimeux, et il mentionne qu'il a lu à leur sujet. Il lui dit qu'il ne devrait pas être agressif, mais Suzuenao ne devrait pas les toucher car ils sont venimeux. Suzuenao essaie quand même de les toucher, et elle déclare qu'elle ne se soucie pas d'être empoisonnée, car ils sont irrésistibles. L'un des singes venimeux la mord alors, et elle est empoisonnée. Ken la guérit, et pendant ce temps, Sigli informe Kazuki que Ken et Suzuenao sont portés disparus. Kazuki se demande ce qu'ils veulent dire, et Sigli mentionne qu'ils viennent de recevoir la nouvelle du familier de Corin qu'ils se sont séparés des autres. Le roi déclare qu'il a hésité à lui parler de cela, mais Celia était catégorique sur le fait de ne pas garder de secret. Kazuki demande ensuite au roi s'ils ont envoyé une équipe de recherche, et le roi mentionne que l'équipe est en cours d'assemblage et qu'ils partiront demain. Kazuki déclare que ce serait trop tard, et il essaie de partir immédiatement, mais Rose l'arrête. Elle mentionne que ses amis vont bien. Elle déclare que les deux sont probablement ensemble, et elle mentionne que Ken est son subordonné, donc il ne va pas mourir si facilement, et si Ken va bien, alors Suzuenao aussi sera en sécurité. De retour dans la forêt, Ken et Suzuenao terminent leur dîner, et Ken déclare que survivre dans la nature est un jeu d'enfant avec Suzuenao ici. Suzuenao lui demande de ne pas la traiter comme un équipement de camping, et Ken déclare que ce n'est pas le cas, et qu'il lui est vraiment reconnaissant. Il remarque ensuite que Suzuenao est fatigué, et il déclare qu'il devrait se relayer pour dormir. Il mentionne qu'il va monter la garde en premier, mais Suzuenao lui demande de dormir en premier, car il doit être fatigué après avoir utilisé toute cette magie de guérison. Ken écoute, et il s'allonge. Après un moment, il commence à pleuvoir, et Suzuenao demande à Ken s'il est réveillé. Ken déclare qu'il l'est, et il lui demande s'il y a quelque chose qui la préoccupe. Suzuenao lui demande alors comment il se sent d'avoir été convoqué dans ce monde, et elle se demande s'il veut rentrer chez lui. Ken déclare que c'est une question difficile, et il mentionne qu'il veut rentrer chez lui, mais qu'il a aussi une raison de rester ici. Suzuenao déclare qu'elle ne veut pas rentrer, mais Ken ne dit rien, et elle se demande si Ken ne va pas lui demander pourquoi. Ken déclare qu'il a déjà une idée, et il mentionne qu'elle préfère ce monde à leur ancien monde. Suzuenao déclare qu'il a raison, et elle mentionne qu'il ne lui reste rien dans leur ancien monde. Elle mentionne qu'elle est prête à tout sacrifier, y compris sa famille et ses amis, juste pour rester ici, et elle déclare qu'elle a attendu toute sa vie une chance de se libérer. Elle mentionne qu'il n'y a rien qui la retienne dans ce monde, et elle échangera tout pour cette liberté. Ken déclare que cela lui convient, et Suzuenao lui demande s'il n'est pas déçu par qui elle est vraiment. Ken mentionne qu'il a toujours voulu changer, et chez lui, il était fatigué de sa vie ordinaire et de son moi passif. Il déclare que les deux ne sont pas si différents, et il mentionne que lorsqu'il est arrivé pour la première fois dans ce monde, il ne voulait pas retenir ses amis, mais maintenant, il est déterminé à les protéger, ainsi que les habitants de ce royaume, en tant que membre de l'équipe de secours. Il lui demande comment elle se sent, et Suzuenao déclare qu'elle veut aussi protéger cet endroit en tant que héroïne. Ken mentionne qu'ils devraient sauver les habitants de l'Ingé ensemble, et il déclare qu'ils devraient oublier leur monde précédent et protéger leur ici et maintenant. Suzuenao mentionne alors que Ken a vraiment grandi, et Ken déclare qu'elle lui est maintenant plus accessible. Il mentionne qu'à l'époque dans leur ancien monde, il pensait qu'elle était une fille parfaite, et Suzuenao mentionne qu'il la traite plutôt brusquement. Elle déclare que cela ne la dérange pas, car elle préférerait être proche de lui plutôt que d'être admirée de loin, et cela rend Ken embarrassé, alors il fait semblant de dormir. La scène coupe ensuite à eux deux essayant de retrouver les autres, et ils remarquent quelque chose dans les buissons devant eux. Ils se préparent à combattre, mais ils remarquent que c'est simplement Blurin, et Haruku vient ensuite, et il s'effondre de fatigue. Ken le guérit alors, et Hakuru mentionne qu'il cherchait le périmètre de la forêt pour les trouver, mais Blurin s'est mis à courir tout seul soudainement, et ils l'ont suivi pensant qu'il pourrait les conduire à Ken et Suzuenao. Suzuenao pense que Blurin doit avoir capté l'odeur de Ken, et Blurin se dirige ensuite vers son ancienne maison. Suzuenao se demande ce que cet endroit est, et Ken lui dit que c'est la maison de Blurin. Il mentionne que les parents de Blurin ont été tués par un serpent géant, et Suzuenao et Haruku sont surpris d'entendre cela. Ils plaignent Blurin, et Blurin essaie alors de quitter cet endroit. Suzuenao pense qu'il a décidé qu'il appartient aux côtés de Ken, et elle dit à Ken qu'il devrait aussi se diriger là où ils appartiennent. La scène coupe alors à Suzuenao et Ken dans le château, et le roi est heureux de voir qu'ils vont bien.
Il s'excuse de les avoir mis dans une telle situation terrible, et Ken mentionne que c'est bon, car il est déjà habitué à cela. Le roi se demande ce qu'il veut dire, et craignant Rose, Ken déclare qu'il explorait souvent les forêts dans son ancien monde. Le roi lui demande alors comment se passe son entraînement avec l'équipe de secours, et Ken pense que c'est une question difficile. Il mentionne que tout ce qu'il peut dire, c'est que les choses se passent extrêmement bien, et Rose sourit en l'entendant dire cela. Ken se demande si elle savait qu'il allait dire cela, et il se demande si Rose l'a aussi entraîné mentalement. Le roi dit alors à Suzuenao que sa formation sur le terrain sera reportée à un autre jour, et Ken et Suzuenao quittent alors la pièce tandis que Rose et Sigli restent en arrière. En dehors de la salle du trône, Ken se demande pourquoi Rose et Sigli ont dû rester en arrière, et il déclare que l'expression du ministre avait l'air assez sérieuse. Suzuenao est d'accord avec lui, et Kazuki et Celia arrivent alors. Kazuki déclare qu'il s'inquiétait pour eux, et Celia leur dit que Kazuki était sur le point de sortir du château pour les retrouver. Suzuenao mentionne que Kazuki est vraiment imprudent, et Ken déclare qu'elle ne devrait pas parler d'imprudence quand elle-même a été mordue par un singe. Kazuki demande à Ken d'expliquer ce qu'il veut dire, mais Suzuenao l'empêche d'en dire plus. La scène coupe ensuite à eux en train de parler dans le jardin, et Kazuki raconte à Ken ce que Rose lui a dit. Il mentionne que sa confiance en Ken l'a calmé, et Ken pense qu'elle a peut-être dit cela parce que maintenant que le serpent était parti, la forêt était probablement en mode facile. Kazuki déclare que Rose avait une confiance totale en Ken, et Ken pense que Kazuki est vraiment pur de cœur pour prendre les paroles de Rose au pied de la lettre. Il lui demande de rester toujours pur, et il mentionne que lui et Suzuenao devraient être les seuls à être souillés. Kazuki ne comprend pas, mais il est d'accord avec lui. Suzuenao se demande alors si Ken veut dire qu'elle est sale, et Ken mentionne que c'était juste une expression. Ken et Suzuenao partent ensuite après avoir dit au revoir à Kazuki, et Celia pense qu'ils ont un lien étroit. Kazuki convient que Suzuenao et Ken sont proches, et Celia mentionne qu'elle parlait en fait de sa relation avec les deux. Elle déclare qu'il a l'air vraiment heureux quand il est avec eux, et Kazuki mentionne que c'est parce qu'ils viennent du même monde. Celia se demande si cela signifie qu'il n'y a pas de place pour elle, et elle déclare que Suzuenao l'appelle par son nom, et elle veut aussi que Kazuki abandonne les formules de politesse et l'appelle également Celia. Elle s'excuse de demander trop, mais Kazuki accepte sa demande, et il déclare qu'il l'appellera par son nom à partir de maintenant. Ensuite, dans la salle du trône, le roi déclare qu'il devrait passer aux affaires, et il mentionne qu'ils ont interrogé les bandits qui ont attaqué Ken et les autres. Sergio déclare que les bandits ont affirmé qu'il y avait moins de monstres dans les prairies lorsqu'ils les ont traversés, mais qu'ils ont ensuite été soudainement attaqués par des sangliers dans la forêt. Si leurs déclarations sont vraies, alors les monstres des prairies ont peut-être fui la région. Ils ont peut-être fui quelque chose de terrifiant qui se dirigeait vers eux, et Sigli se demande s'il pourrait s'agir de l'armée du Seigneur Démon. Le roi déclare que c'est ce qu'il croit, et Sigli mentionne qu'ils ne les sous-estimeront pas comme la dernière fois. Ils feront tout pour conquérir leur royaume, et le roi est d'accord avec lui. Il demande à Sigli de notifier toutes les unités et d'être prêt à se mobiliser à tout moment. Sigli part pour faire cela, et le roi demande à Sergio d'informer tous les ministres de cela. Il mentionne ensuite qu'il a aussi une demande pour Rose, et il déclare que ce n'est pas quelque chose que fait le capitaine de l'équipe de secours, et Rose déclare qu'elle sait que le roi veut qu'elle confirme la localisation de l'armée du Seigneur Démon. Le roi s'excuse de lui demander cela, et Rose mentionne qu'elle sait que ses jambes sont les plus rapides du royaume. Elle essaie de partir, mais le roi l'arrête, et il lui demande de considérer à nouveau de diriger des troupes. Rose lui dit qu'elle n'a pas l'intention de revenir, et elle mentionne qu'elle n'est pas aussi pure de cœur que le roi le croit. Le roi déclare qu'elle est la seule guérisseuse à avoir atteint une position aussi élevée, donc elle ne devrait pas se déprécier, et Rose déclare qu'elle ne se déprécie pas, c'est la vérité. Le roi lui demande alors si cet incident la tourmente toujours, et Rose déclare que c'est impossible pour elle d'oublier cela. Elle mentionne qu'elle a accepté la mort de ses hommes, et elle sait qu'elle ne peut pas guérir les morts, mais la cicatrice sur son œil droit ne lui permettra jamais de les oublier. Le roi déclare que ce n'était pas de sa faute, et Rose déclare que c'était sa faute. Elle mentionne que son orgueil les a conduits à leur mort, et c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que peu importe à quel point quelqu'un est talentueux et digne de confiance, c'est fini s'il meurt. Elle mentionne qu'elle ne pourra jamais oublier son péché, et elle déclare qu'elle a créé l'équipe de secours parce qu'elle voulait une unité qui sauve les autres au lieu de se battre. Le roi mentionne que l'équipe de secours a sauvé de nombreuses personnes il y a 2 ans, et elle a déjà atteint son objectif. Rose déclare qu'elle avait une autre raison de créer l'équipe de secours, et elle mentionne qu'elle voulait un subordonné qui ne mourrait pas.
Le roi mentionne que ce n'est pas humainement possible, et Rose déclare que c'est pour cela que l'entraînement est fait. Elle mentionne qu'elle recherche quelqu'un qui a de la magie de guérison, une forte résistance mentale et la capacité de dépasser les limites humaines. Le roi se demande si elle veut dire Ken, et Rose déclare qu'il est son subordonné idéal. Il déteste perdre, et il est facilement influencé par ses circonstances. Il prend une attitude rebelle avec elle peu importe ce qui arrive, et il ne se soumet jamais. Il lui rappelle le garnement insolent qui est mort dans ses bras, et c'est pourquoi elle a décidé de le transformer en son guérisseur idéal. Elle s'excuse alors de perdre le temps du roi, et elle part pour sa patrouille. La scène coupe ensuite à Ken trouvant un paquet adressé à lui dans la maison de l'équipe de secours, et Alec lui dit que Rose l'a laissé derrière elle quand Ken nourrit ses blurins. Ken ouvre le paquet, et il contient une lettre et une carte. Il remarque que Rose veut qu'il remette cette lettre à l'adresse indiquée sur la carte. Ken demande ensuite à Alec où Rose est allée, et Alec mentionne qu'il ne sait pas. La scène coupe ensuite à l'armée du Seigneur Démon construisant un pont pour traverser vers le royaume de Lingé, et Amelia dit à tout le monde d'être sur leur garde. Le chevalier noir déclare qu'Amelia est trop enthousiaste, et c'est un peu agaçant. Amelia lui dit qu'il devrait parler à ses supérieurs avec plus de respect, et le chevalier noir mentionne que la deuxième armée ne se souciait pas de ce genre de choses. Amelia mentionne qu'elle se moque de la façon dont les choses étaient avant, mais il est maintenant son subordonné, et il suivra ses ordres. Le chevalier noir part alors en lui disant de l'appeler quand le pont sera terminé, et Iriluk se demande si elle a du mal. Amelia lui demande s'il est là pour se moquer d'elle, et Iriluk déclare que la construction du pont semble bien se passer, et Amelia mentionne qu'ils auront fini dans quelques heures. L'armée démoniaque remarque ensuite un éclaireur de l'autre côté, et Amelia pense que cela n'a pas d'importance, car leur invasion sera en cours avant qu'ils ne parviennent à faire leur rapport. L'éclaireur brise ensuite le pont en lançant un tronc dessus, et cela surprend Amelia. Elle remarque que l'éclaireur est Rose, et Rose s'en va alors. Elle pense qu'elle ne prévoyait que d'explorer les environs, mais cela devrait leur acheter quelques jours de plus. La scène coupe alors à Ken suivant la carte pour livrer la lettre, et il remarque la vieille dame qui vend des fruits. Elle se demande s'il aimerait acheter des fruits que Blurin aime, et Ken mentionne qu'il le voudrait, mais qu'il doit être quelque part pour le moment, donc il passera plus tard. Il se rend ensuite à la clinique d'Orga, et il est accueilli par Ururu. Elle remarque qu'il est de l'équipe de secours, et elle déclare que son frère lui a parlé de lui. Elle essaie de se rappeler son nom, et Ken se présente à elle. Ururu se présente également, et elle découvre que Ken est plus jeune qu'elle d'1 an. Ken lui demande où est Orga, et Ururu mentionne qu'il examine actuellement un patient. Elle l'emmène vers son frère, et il remarque que la couleur de la magie de guérison d'Orga est riche, et son mana semble fluide. C'est complètement différent du sien, et Orga soigne ensuite son patient. Il remarque ensuite Ken, et Ken lui remet la lettre. Ururu demande alors à Ken comment va tout le monde dans l'équipe de secours, et Ken déclare qu'ils sont toujours aussi effrayants. Pendant qu'Orga lit la lettre, Ken demande à Ururu si elle faisait aussi partie de l'équipe de secours, et Ururu mentionne que oui, mais elle n'a pas pu suivre l'entraînement. Il se demande pourquoi elle est partie, et Ururu mentionne que la principale raison était qu'elle s'inquiétait pour son frère. Elle déclare qu'elle se sent mal à ce sujet, et elle mentionne que quand ils ont rejoint l'équipe, Rose était enthousiaste à propos de les entraîner. L'équipe de secours venait d'être formée, et ils ont vraiment essayé au début, mais ils n'ont pas pu suivre, et ils ont même eu peur de Rose. Elle déclare que Rose était un peu fanatique à l'époque, mais dernièrement elle semble heureuse. Ken se demande si c'est parce qu'elle a un nouveau sac de sable comme lui, et quelqu'un vient alors à la clinique et demande l'aide d'Orga. Il mentionne qu'un de ses amis est tombé du toit qu'il réparait, et il est tombé sur 2 autres. Ken, Orga et les autres se rendent sur les lieux, et ils examinent les patients. Orga demande à Ken de s'occuper de l'un d'eux, et Ken remarque que les blessures de cet homme sont plus graves que tout ce qu'il a traité auparavant. Il essaie de soigner l'homme, mais ses mains tremblent, et Orga lui dit de se calmer. Il mentionne que qui il traite et où il se trouve n'a pas d'importance, car il a le pouvoir de guérir la personne devant lui. Il doit juste croire en lui-même, et Ken pense que même Rose croit en lui, donc il devrait au moins croire en lui-même, et il soigne les blessures de l'homme. Après leur retour à la clinique, Orga remercie Ken, et Ururu mentionne qu'il a été formidable. Orga déclare qu'il aimerait que Ken puisse l'aider à la clinique chaque fois qu'il est libre, car c'est assez difficile pour eux deux de tout gérer. Ken mentionne qu'il passera parfois, et il part. Ururu déclare alors qu'Orga a bien fait de donner des conseils à Ken, et Orga est heureux d'entendre cela. Il mentionne ensuite que la lettre de Rose était un avis de se préparer à la guerre,
et il déclare que l'armée du Seigneur Démon envahit. Il mentionne que tout comme elle, Ken n'a également aucune expérience au combat, et il ne peut compter que sur sa foi en ses capacités. Il pense que Rose aurait dû lui marteler cela, et lui aussi fera de son mieux. La scène coupe ensuite à Ken achetant des fruits, et il quitte la boutique. Hamako l'arrête alors, et elle mentionne qu'il est le seul à pouvoir le voir, et cela signifie que c'est un avenir que seul lui peut changer. Elle lui montre le futur, et il remarque que l'armée humaine souffre gravement contre les démons. Il voit aussi Kazuki et Suzuenae se faire tuer par le Chevalier Noir, et Hamako mentionne que c'était une énorme faveur, et c'est sa responsabilité de la rembourser. Elle part, et Ken se demande ce que c'était. Il essaie alors de chercher la fille pour qu'elle lui explique ce qu'il vient de voir, mais il ne peut la trouver nulle part. Il interroge également le garde à la frontière de la ville à son sujet, mais le garde déclare ne pas l'avoir vue. Ken se demande où la fille aurait pu aller, et Rose arrive alors. En la voyant, le garde retourne à son poste, et Ken pense que Thomas est toujours aussi terrifié par Rose, mais il peut comprendre pourquoi. Cela rend Rose en colère, et elle lui demande ce qu'il comprend. Ken déclare que ce n'est rien, et il demande à Rose où elle était aujourd'hui. Rose mentionne qu'elle explorait l'armée du Seigneur Démon, et elle lui dit qu'ils construisent un pont pour traverser leur territoire. Elle déclare avoir détruit le pont donc il devrait être tranquille pour un moment, et Ken se demande même si elle sait ce que signifie l'exploration. La scène coupe alors à leur retour à la résidence de l'équipe de secours, et Ken découvre que Rose connaît la bête renarde. Il lui demande à propos de la fille, et elle mentionne qu'elle ne sait pas grand-chose à son sujet, mais elle est apparue dans le royaume il y a 2 ans, et elle a été surprise que la fille ait réussi à échapper aux bandits et aux kidnappeurs par elle-même alors qu'elle n'avait que 12 ans. Ken se demande ce qu'elle veut dire, et Rose explique que les bandits et les kidnappeurs considèrent les bêtes renardes comme des proies précieuses, car elles sont non seulement belles, mais certaines d'entre elles ont aussi des affinités magiques spéciales. Ken se demande s'il existe une capacité qui leur permet de montrer des illusions aux autres, et Rose lui demande ce qu'il veut dire. Ken déclare qu'il pense à quelque chose comme la vision d'un avenir désagréable, et Rose mentionne avoir entendu dire qu'il existe des bêtes renardes connues sous le nom d'oracles du temps qui peuvent voir l'avenir, mais elles sont extrêmement rares, et généralement bien protégées dans le territoire des bêtes renardes. Rose se demande si Ken veut quelque chose d'elle, et Ken déclare qu'il a juste lu à leur sujet dans un livre. Il se demande ensuite si cette fille était une bête renarde avec une vision prophétique, et ils arrivent à la maison de l'équipe. Rose va de l'avant pour voir le roi, et elle dit à Ken d'entrer. La scène coupe alors à Rose faisant son rapport au roi sur la situation à la frontière, et le roi s'excuse de faire quelque chose d'aussi dangereux à Rose, et il la remercie d'avoir retardé l'invasion ennemie. Rose dit au roi que les démons construisent un nouveau pont à l'heure actuelle, et ils vont probablement le terminer dans quelques jours. Le roi comprend, et il déclare qu'il annoncera leurs intentions à tout le monde demain, et il demande à Sergio de faire les préparatifs. Il dit à Sigli de prévenir Suzuenae et Kazuki ce soir, et la scène coupe ensuite à Suzuenae et Kazuki se rendant voir le roi après une convocation d'urgence. Ils pensent tous les deux avoir été convoqués parce que la guerre approche, et ils croisent Celia en chemin. On voit que Celia et Kazuki sont gênés, et Kazuki continue à lui parler avec des honorifiques, ce qui la rend triste. Il se dirige ensuite vers la salle du trône, et la scène coupe à Ken allongé dans son lit. On voit qu'il n'arrive pas à dormir, et il se demande si ce qu'il a vu plus tôt était une vision prophétique. Il se demande si la fille lui disait qu'il y a un moyen d'empêcher cela, et il ne peut pas croire qu'il a le pouvoir de changer l'avenir. Il remarque alors quelques lumières à l'extérieur de sa fenêtre, et il découvre que Kazuki est là. Les deux discutent alors dehors, et Kazuki s'excuse de déranger Ken si tard dans la nuit. Ken se demande si Kazuki ne peut pas non plus dormir, et Kazuki lui dit que le roi les a convoqués ce soir, et il leur a dit que la guerre contre l'armée du Seigneur Démon commencera bientôt. Il savait que ça arrivait donc il n'est pas exactement surpris, et Suzuenae est même excité par cela, mais l'idée d'entrer en guerre l'a empêché de dormir, et avant de s'en rendre compte, il est venu ici. Il dit à Ken qu'il a peur d'aller à la guerre, et même quand il a quitté la capitale pour combattre des monstres pour s'entraîner, il était terrifié. Ses jambes se sont figées lorsqu'il a vu les monstres pour la première fois, et après les avoir finalement vaincus après une bataille féroce, il a réalisé à quel point il avait été naïf. Il déclare que l'armée du Seigneur Démon semble terriblement terrifiante, mais les habitants de cette nation ont été vraiment gentils avec lui. Ils attendent beaucoup de lui, et cela rend la situation encore plus douloureuse. Ken mentionne ensuite qu'il pensait que Kazuki était un type cool, et il n'aurait jamais deviné qu'il serait effrayé ou incertain de quelque chose. Kazuki déclare que ce n'est pas possible, et Ken mentionne qu'il comprend maintenant.
Il déclare que le fait que tout le monde ressente cela à son égard le met sous une pression énorme, et il mentionne que c'est bien s'il ne répond pas toujours aux attentes de tout le monde. Il est normal pour lui de mettre ses propres sentiments en premier de temps en temps, et Kazuki lui demande alors ce qu'il ressent par rapport à tout cela. Ken déclare qu'il va à la guerre, et il va sauver les gens qui luttent contre l'armée du Seigneur Démon. Kazuki lui demande s'il n'a pas peur, et Ken déclare que si, mais il a déjà pris sa décision. Kazuki lui demande s'il en est sûr, car il peut mourir là-bas, et il a été entraîné là-dedans par accident. Ken mentionne qu'il ne peut pas contester cela, mais beaucoup de choses se sont passées depuis qu'il est arrivé ici. La vie ici a été difficile, mais il a eu la chance de rencontrer toutes sortes de personnes. Ils l'ont accepté et lui ont montré la voie à suivre. Il veut sauver toutes ces personnes, et cela inclut Kazuki. Même s'il ne se bat pas comme un héros, il sera quand même son ami, et Kazuki se gifle alors. Il déclare qu'il a décidé de se battre pour protéger Ken et Suzuenae. Il ne sait pas s'il peut se battre comme un héros, mais il veut protéger ses amis. Ken lui demande s'il en est sûr, et Kazuki mentionne qu'il ne peut pas reculer quand Ken a décidé de se battre. Il déclare qu'il affrontera sa peur de front, et Ken mentionne qu'il devrait défendre ce royaume ensemble dans ce cas. Kazuki part alors, et Ken pense qu'il devrait retourner dormir et oublier tout ce qu'il vient de dire de gênant. Suzuenae sort alors de sa cachette, et elle déclare que c'était une magnifique démonstration de bromance. Ken se demande si elle a suivi Kazuki ici parce qu'elle a réalisé qu'il n'agissait pas comme lui-même, et Suzuenae mentionne qu'il a raison, mais elle n'était pas nécessaire. Il semble que Kazuki ait pris sa décision, et Ken déclare qu'il ne veut honnêtement pas que Kazuki se batte. Suzuenae se demande s'il ne veut pas non plus qu'elle se batte, et Ken déclare qu'évidemment non, mais elle est différente, car elle a déjà décidé de vivre dans ce monde. Elle mentionne qu'il a raison, et elle retourne au château. Le lendemain, le roi annonce aux soldats que l'armée du Seigneur Démon a franchi leurs frontières, et ils seront bientôt sur eux. Ils vont les intercepter dans les prairies, et ils les repousseront comme il y a 2 ans. Il déclare que l'armée démoniaque sera plus puissante que jamais cette fois-ci, et ce ne sera pas un combat facile, mais maintenant ils ont le héros Kazuki, et Suzuenae. Ils ont également l'équipe de secours qui les a énormément aidés il y a 2 ans, et une fois de plus ils se rendront sur le champ de bataille pour soigner leurs blessés. Il mentionne qu'il est sûr que beaucoup d'entre eux sont inquiets, mais il peut dire avec certitude que le royaume de Lingé sera victorieux. Il en est certain car il sait qu'ils ont des légions de soldats intrépides et sans peur, et ce sont eux qui se tiennent devant lui aujourd'hui. Il déclare qu'ils partiront demain, et la victoire sera la leur. La scène coupe alors à Kazuki rencontrant Celia alors qu'il est habillé en armure complète, et elle est heureuse qu'il soit venu la rencontrer. Elle lui demande s'il va partir en bataille, et il déclare qu'il partira avec tout le monde demain. Elle mentionne qu'elle priera pour sa victoire, et Kazuki dit à Celia qu'il y va, et il la nomme sans aucun suffixe honorifique. Cela la rend heureuse, et Kazuki part. La scène coupe ensuite à Orga et Ururu au quartier général de l'équipe de secours, et Ururu rencontre Blurin. Elle se demande si elle peut le caresser, et Ken déclare qu'il n'est pas sûr si Blurin va le laisser faire. Elle essaie, et Blurin l'arrête. Elle continue d'essayer, mais Blurin ne la laisse pas le toucher. Kukuru arrive alors, et elle essaie de le caresser, mais il s'assoit sur Blurin, et Ururu n'arrive à caresser aucun des deux. Ken remarque alors qu'Orga a du mal à décharger sa cargaison, et il lui donne un coup de main. Ken lui dit qu'Ururu semble vraiment énergique, et Orga mentionne qu'elle est vraiment nerveuse en ce moment, car ce sera aussi sa première bataille. Elle essaie juste de se distraire en agissant ainsi, et Tong dit alors à Ken que Rose l'a convoquée dans sa chambre. Ken pense que Rose ne l'a jamais convoquée dans sa chambre, et il se demande ce qu'elle prépare. La scène coupe alors à sa visite chez elle, et il lui demande ce dont elle a besoin. Rose se demande s'il se souvient de ce qu'elle lui a dit à propos de son rôle sur le champ de bataille, et Ken déclare qu'elle lui a dit d'être en tête avec elle pour soigner les blessés. Rose mentionne qu'il a raison, mais ils ne seront pas en tête dès le début. Tong et les autres amèneront d'abord les blessés à l'arrière, et ils les soigneront avec Orga et Ururu. Elle explique qu'il ne servira à rien d'aller en tête quand personne n'est encore blessé, et ils ne seront que des cibles faciles pour l'ennemi. Ken comprend, et elle mentionne qu'une fois qu'ils atteignent l'avant-garde, Ken doit être particulièrement prudent sur qui il doit soigner. Ken se demande ce qu'elle veut dire, et Rose déclare qu'elle veut qu'il fasse attention lorsqu'il soigne. Elle donne l'exemple d'un soldat avec une blessure mineure, et elle lui demande ce qui se passera s'il s'approche pour les soigner. Ken déclare qu'il va juste gêner, et Rose lui dit que sur le champ de bataille, Ken doit être rapide à décider qui a besoin de lui et qui n'en a pas besoin. Ken comprend, et Rose lui donne ensuite une boîte, et elle lui dit de l'ouvrir.
Ken remarque un uniforme dans la boîte, et Rose lui dit que c'est l'uniforme de l'équipe de secours. Cela les fait se distinguer sur le champ de bataille, et elle lui demande de l'essayer. Ken le fait, et Rose déclare que ça lui va assez bien. Elle lui dit ensuite que les guérisseurs ne sont pas immortels, et s'il meurt alors tout sera fini. Elle mentionne que la pire chose qu'il puisse faire sur le champ de bataille est de ne pas valoriser sa propre vie, et Ken déclare qu'il sait cela, et qu'il n'a pas l'intention de mourir. Rose mentionne que c'est facile pour tout le monde de dire ça, et elle connaît des gens qui sont morts en répétant ce genre de choses, et elle a aussi connu des fous qui regrettent tellement qu'ils souhaitent mourir. Elle lui dit de ne pas considérer sa vie comme acquise, et de ne pas faire quelque chose pour se sacrifier, sinon elle le tuera avant que l'ennemi ne puisse le faire. Ken mentionne que dans ce cas, il protégera tout le monde, y compris lui-même, et Rose se demande s'il peut vraiment le faire. Ken déclare que c'est elle qui lui a dit de continuer à répéter ses idéaux, et Rose lui dit de ne pas oublier que c'est lui qui a dit ça. Ensuite, Ken quitte la pièce, et il pense qu'il ne sait pas si ce qu'il a vu était une vision prophétique, mais il sait ce qu'il doit faire maintenant, et il ne va pas laisser Suzuena et Kazuki mourir. La scène coupe alors à l'armée de Linger se dirigeant vers la bataille, et Ururu se demande jusqu'où ils doivent aller. Tong lui dit qu'ils ne peuvent pas être trop près du royaume lorsqu'ils combattent les démons, et Ken demande à Rose à quoi ressemblent les démons. Rose explique qu'ils sont des demi-humains avec des cornes tordues sur la tête, et ils ressemblent à des humains, mais ils sont physiquement plus forts, et ils ont aussi plus de mana. Même leurs soldats réguliers sont coriaces, et elle demande à Ken s'il a peur. Ken mentionne qu'il ira bien, car il connaît quelqu'un qui est encore plus effrayant, et Rose déclare qu'elle n'a jamais pensé qu'un gamin traîné ici par accident deviendrait un monstre comme lui. Ken mentionne que tout cela est à cause de l'entraînement infernal qu'elle lui a fait subir, et qu'il essayait juste de lui renvoyer l'ascenseur. Cela rappelle à Rose l'unité qu'elle commandait, et l'histoire remonte dans le temps de 5 ans. Nous voyons que pendant ce temps, Rose était commandant de bataillon, et le roi convoque Rose, Sigli et quelques autres pour une réunion. Il leur dit qu'ils ont reçu des rapports de démons aperçus dans les plaines près des ténèbres de Linger, et qu'il n'y a pas encore eu d'attaque, mais les pertes pourraient commencer à s'accumuler à tout moment. Donc, pour être en sécurité, ils envisagent d'assigner des gardes aux marchands passant par les plaines, et il laissera les détails aux généraux et autres officiers supérieurs. Il déclare qu'ils devraient essayer d'éviter le conflit, et à l'extérieur de la salle du trône, Sigli demande à Rose ce qu'elle pense du mouvement des démons. Rose lui dit qu'elle n'en a aucune idée, et Sigli se demande s'il prévoit d'envahir. Rose déclare que c'est une possibilité, et Sigli mentionne qu'il veillera à ce que leurs forces soient prêtes à se déployer à tout moment. Rose déclare que cela pourrait être une perte de temps, et Sigli espère que c'est le cas, et il part. Rose pense alors qu'ils devraient aussi être prêts à se déployer à tout moment, mais ils auront d'abord besoin d'informations. Une fille essaie alors d'attirer l'attention de Rose, mais Rose l'ignore, et quand elle lui crie dessus, elle frappe la fille. Elle mentionne que la fille devrait se taire quand les gens réfléchissent, et la fille nommée Hall se demande si c'est vrai que les démons sont apparus. Rose la frappe une fois de plus, et elle mentionne qu'Hall ne devrait pas écouter aux portes lors des réunions secrètes. Elle s'excuse, et elle se demande ce que les démons font ici. Rose déclare que ce ne sera pas quelque chose de bon, et Hall mentionne qu'ils peuvent simplement les renvoyer à la maison si ça devient critique. Rose lui dit qu'elle ne devrait pas sous-estimer ses ennemis comme ça, et Hall déclare qu'elle ne les sous-estime pas, et Rose mentionne qu'elle se contredit. Elle mentionne qu'elle va superviser leur entraînement puisqu'ils semblent n'avoir rien appris, et Hall n'arrive pas à croire cela. Ils vont ensuite à leur unité, et Rose dit à tout le monde qu'elle va les remettre en forme. Ils demandent alors tous à Hall, leur commandant adjoint, ce qu'elle a fait, et Hall déclare qu'il devrait considérer cela comme un cadeau de sa part car il semblait devenir négligent ces derniers temps. Ils la battent alors, et il mentionne que c'est elle qui est négligente ici. La scène coupe ensuite à Rose rencontrant le roi, une semaine plus tard, et il lui dit que les démons attaquent les monstres sur leur territoire. Selon les témoins, il s'agit d'un groupe de soldats hautement entraînés, et Rose pense que c'est très suspect. Le roi demande à Rose d'enquêter là-dessus, et il mentionne qu'elle est autorisée à utiliser la force si nécessaire. Rose accepte sa demande, et elle informe son unité à ce sujet. Elle mentionne qu'ils vont fouiller les ténèbres de Linger, et ils partiront demain matin. Un des membres de son unité lui demande combien d'ennemis il y a, et Rose déclare qu'il y en a environ 20 à 30. Hall déclare que tout le monde devrait se préparer et ne pas sous-estimer l'ennemi, et l'unité mentionne qu'ils ne veulent pas l'entendre de sa part. Il déclare quelle est la raison pour laquelle ils ont vécu l'enfer la semaine dernière, et il commence à lui jeter des objets. Rose parle ensuite à Kukuru, et elle mentionne qu'il restera à la maison cette fois, car cela va être dangereux.
Elle déclare que ce serait plus facile avec lui là-bas, car il peut détecter les monstres, mais elle ne veut pas l'exposer au danger. Elle dit ensuite à son unité qu'il devrait aborder cette mission avec une préparation complète, et elle mentionne qu'elle les rejoindra aussi cette fois. Toute l'unité est rassurée d'avoir Rose avec eux, car ils n'auront pas à craindre de blessures avec sa magie de guérison. La scène coupe alors à eux dans les ténèbres de l'Ingé, et lors de leur premier jour, ils ne trouvent rien. La nuit, ils campent dans la forêt, et Hall dit à tout le monde qu'ils n'ont rien trouvé aujourd'hui, mais après quelques discussions, ils ont décidé d'explorer le côté ouest de la forêt demain. Les soldats de l'unité mentionnent que le côté ouest est dangereux, et Hall déclare que c'est pourquoi ils laisseront leurs chevaux ici, et elle a aussi le sentiment qu'ils vont trouver quelque chose là-bas. Les soldats déclarent qu'ils écouteront si c'est ce qu'elle dit, et Hall mentionne qu'ils vont se relayer pour surveiller, et ils devraient se reposer jusqu'à leur tour. Ils se couchent tous alors, et Rose dit à Hall qu'elle devrait aussi dormir, et elle mentionne qu'elle prendra le premier tour de garde. La scène coupe à Rose qui monte la garde, et elle se demande si Hall a du mal à dormir. Hall se demande comment Rose le sait, et Rose déclare que c'était juste un pressentiment. Hall se demande alors si elle peut demander quelque chose à Rose, et elle lui demande pourquoi elle l'a choisi pour être son commandant adjoint. Elle mentionne qu'elle est moyenne par rapport à tout le monde dans l'unité, et qu'il n'y a rien de spécial chez elle. Rose se demande si elle essaie de dire qu'elle n'est pas apte pour le poste, et Hall déclare que Rose a personnellement entraîné cette unité pour être la meilleure, et en tant que commandant adjoint, elle ne fait que rédiger des rapports et envoyer des demandes d'équipement. Elle est juste une fille de course, et Rose déclare qu'elle fait du bon travail, car elle n'a entendu aucune plainte à son sujet. Hall mentionne qu'elle fait toujours de son mieux, et Rose déclare qu'elle lui confiera le titre de commandant à l'avenir si c'est le cas. Elle mentionne qu'elle est maintenant responsable d'un bataillon entier, et elle ne peut pas diriger personnellement cette unité pour toujours. Elle la mettra un jour entre ses mains, et Hall déclare que ce n'est pas une bonne idée. Elle mentionne que les autres membres de l'unité vont la mettre en miettes, et elle déclare que Rose ne pourra jamais cesser d'être leur commandant. Elle mentionne que Rose devrait savoir qu'elle est têtue, et qu'elle n'écoute pas les ordres qui ne lui plaisent pas. Elle reste ferme sur ce qu'elle estime être juste, et personne ne peut la contrôler. Si quelqu'un se plaint, elle les fait taire avec sa propre force, et c'est ainsi qu'elle a passé son temps de chevalerie. Rose déclare qu'elle le sait, et elle mentionne qu'Hall était assez célèbre pour être une chevalière forte qui n'écoutait jamais ses supérieurs. Hall déclare que c'est quand elle a rencontré Rose, et elle a continué à ignorer les ordres, mais avant elle, tout était sans signification, et elle lui donnerait juste un coup de sifflet si elle ne lui obéissait pas. Pendant son entraînement, elle ne voulait simplement pas laisser Rose la surpasser, et peu importe à quel point l'entraînement était difficile, elle voulait prendre le dessus car elle déteste perdre. Rose déclare qu'elle avait l'air vraiment motivée par leur entraînement après un moment, mais elle n'a pas réalisé quelque chose d'extraordinaire. Hall mentionne que c'est ce à quoi cela a pu ressembler pour Rose, mais c'était la première fois que quelqu'un s'occupait d'elle jusqu'au bout, sans abandonner. Elle est la seule qui a continué à la défier, et cela l'énervait, mais cela la rendait aussi heureuse. Elle pense que tout le monde dans leur unité ressent la même chose, et elle mentionne que Rose est la seule qui les comprend le mieux. C'est pourquoi personne d'autre ne peut être leur commandant, et Rose lui tapote alors le front, et elle mentionne qu'Hall n'est qu'une gamine qui ne veut pas quitter le nid. Hall ne peut pas croire que c'est ainsi que Rose réagit à elle, confiante, en dévoilant son cœur, et Rose mentionne qu'Hall vient de dire qu'elle les comprend le mieux, et elle se demande si elle pense vraiment qu'elle confierait le commandement à quelqu'un qui n'était pas digne. Elle mentionne qu'elle ne l'a pas choisi comme commandant adjoint au hasard, elle l'a choisi parce qu'Hall ne renonce pas quand elle se fixe un objectif. Cette mentalité est une base stable pour ceux qui l'entourent, et si elle continue à faire ce qu'elle fait, les autres la suivront d'eux-mêmes. Hall est heureuse d'entendre cela, et Rose lui dit que rien ne reste jamais pareil. Les choses changent, et Hall ne pourra jamais avancer si elle n'accepte pas cela. Elle mentionne que le fait qu'elle ait été leur leader ne changera jamais, et elle ne devrait pas penser si profondément à cela. Hall comprend, et Rose mentionne qu'il devrait maintenant changer de tour de garde. Elle dit aux autres membres de l'unité de dormir aussi, et Hall est surprise de voir qu'ils sont tous réveillés. Elle est embarrassée de savoir qu'ils ont tout entendu, et il mentionne qu'elle ne devrait pas s'inquiéter car ils lui font confiance, et ils lui obéiront quand cela comptera. Hall est en colère qu'ils aient écouté aux portes, et elle mentionne qu'elle va leur botter le derrière avant de vaincre les démons. La scène coupe ensuite à eux explorant le côté ouest de la forêt, le lendemain, et ils trouvent du sang de monstres et des empreintes de pas. Ils pensent que les démons semblent vraiment chasser des monstres, et ils se demandent pourquoi ils font cela. Hall pense qu'ils doivent avoir une très bonne raison, et ils parviennent ensuite à trouver les démons. Ils les espionnent secrètement, et ils remarquent que les démons capturent les bêtes chassées,
mais le chef des soldats démons parvient à les repérer, et ils se révèlent. Rose demande alors au chef ce qu'ils font sur le territoire humain, et le chef mentionne qu'il n'aime pas cette mission, mais cela va leur bénéficier plus tard, et Rose se demande quelle est sa mission. Le chef déclare qu'il ne va pas lui en parler, et Rose lui demande alors ce qu'il va faire. Elle mentionne qu'ils peuvent toujours éviter le conflit s'il rentre tranquillement chez lui, et le chef pense que c'est une déclaration audacieuse, mais elle semble avoir les muscles nécessaires pour la soutenir. Il mentionne qu'il ne peut pas laisser aucun d'entre eux partir vivant maintenant qu'ils les ont vus. Rose dit alors à Hall qu'elle lui laissera le commandement des troupes, car elle ne pourra pas donner d'ordre tout en combattant ce type, et Hall est d'accord. Les humains et les démons commencent alors à se battre, et le chef tente d'utiliser une attaque de vent sur Rose, mais elle le frappe avant qu'il ne puisse lancer l'attaque. Elle enchaîne ensuite quelques coups, et le démon parvient également à la blesser. Il utilise ensuite des lames de vent pour l'attaquer, mais elle les esquive, et elle lui lance des arbres. Elle les utilise comme couverture pour se rapprocher de lui, et elle parvient à le toucher, mais ce n'est pas très efficace. Rose tente alors de frapper le chef, mais il esquive ses attaques, et il pense qu'il n'a jamais vu un humain aussi fort. Il l'entoure ensuite d'une barrière de vent, et Rose remarque que la barrière contient des lames de vent, mais elle passe à travers, et elle se soigne avec sa magie. Le chef réalise alors qu'elle est une guérisseuse, et sa force physique immense, et sa guérison à grande vitesse en font une forte combattante au corps à corps. Il se présente alors comme étant Nero Argence, et Rose se présente également. Il sort son épée, et il mentionne qu'il va tuer Rose, et les deux continuent de se battre. Merci d'avoir regardé les parties 1 à 8, le reste des parties sera sur ma chaîne. S'il vous plaît, aimez et partagez la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir de nouvelles mises à jour sur les récapitulatifs d'anime.